Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Duodécime, très heureux de vous retrouver pour ce dernier épisode consacré aux planètes lentes en transit. On parle aujourd'hui donc de la planète Pluton, planète au sens astrologique, au sens astronomique, vous savez qu'il a été déclassé depuis 2006 je crois, peu importe, ça ne change strictement rien pour nous en astro. Alors quand on parle de Pluton, on déclenche la fascination, les polémiques, les discours parfois assez ténébreux ou alors à l'inverse pas trop optimistes. Je vais essayer de vous apporter modestement une contribution qui éclaire un peu différemment Pluton. Vous allez forcément retrouver des choses que vous connaissez déjà. Petit préambule. Je me propose de vous remettre la couverture que j'ai faite, non pas par envie de me faire mousser sur mes talents graphiques, si tant toutefois on en reconnaît du talent, tout simplement parce que je vous invite à méditer sur chacun des éléments qui s'y trouvent. J'ai essayé de le faire le plus dans le symbolisme le plus parlant possible, et vous retrouverez des choses qu'on va évoquer là. Alors Pluton, il est souvent comparé à Shiva, par exemple. Shiva, qui est l'un des trois dieux, l'une des trois divinités hindoues, dont le but est évidemment la destruction. C'est destruction, régénération, mais c'est d'abord la destruction. Et ça lui donne pas forcément une coloration assez sympathique. D'ailleurs, pour les hindous, Shiva, la couleur du dieu Shiva, c'est le noir, couleur qui, chez les occidentaux, était attribuée à Saturne. Pluton, on peut le retrouver en rouge, notamment souvent dans les applications gratuites. Peu importe, c'est pas vraiment la notion de couleur qui va nous intéresser, mais c'est pour vous dire pourquoi j'ai utilisé aussi du noir et du rouge. Pluton, c'est l'art des extrêmes, c'est l'art des contrastes, c'est justement le fait de ne pas mettre de nuances, ou le moins de nuances possible dans les choses. Et je vais commencer par vous parler très succinctement. En gros, l'image que vous avez vue, que j'ai proposée pour cette vignette, c'est l'homme est un loup pour l'homme. Alors, la citation, on la connaît, elle vient de Plaute, elle remonte au je sais plus, 3e ou 4e siècle avant Jésus-Christ, peut-être même 5e. Bref, c'était quelqu'un qui faisait plutôt des comédies, mais cette citation, elle a été réutilisée plus près de nous par un monsieur qui s'appelle Hobbes, Thomas Hobbes, qui a fait un ouvrage, vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle le Léviathan, et qui théorise, on va dire, ce qu'on appelle le contractualisme, c'est-à-dire le fait de passer un contrat. Vous savez, en France, on a eu le contrat social, etc. Bon, bref. L'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, les hommes, dans la nature, sont à l'état de guerre. C'est si on les laisse naturellement les uns avec les autres interagir, ils sont à l'état de guerre, de prédation permanente. Et l'idée de ce penseur, il a fait plein de choses, hein. Hobbes, il a eu des controverses avec Descartes, bref, je vous laisse découvrir si ça vous intéresse, mais son idée à lui, c'est de légitimer le pouvoir de l'État sans passer par celui du divin. Donc il contractualise il faut contractualiser l'idée que en échange de ne plus se prédater entre nous, on va remettre une part de notre liberté à l'État, qui, en échange, garantit la sécurité des êtres à pouvoir prospérer un minimum, ou tout au moins obéir, mais se voir la vie sauve, ou en tout cas pouvoir dormir sur ses deux oreilles. C'est beaucoup plus complexe et plus détaillé que ça. Je n'ai ni la science ni la connaissance pour vous en parler pendant des heures, mais pour m'y être intéressé, je vous invite à le faire. Ça parle évidemment de ce qu'on connaît en ce moment. Pourquoi je vous dis ça en préambule? Pluton est en ce moment en Verseau, il a transité pendant 14 ans dans le Capricorne, il va y retourner une dernière fois. Le Capricorne, c'est le signe de l'autorité, c'est le signe de l'ordonnancement par le vertical, par la verticale du pouvoir, et évidemment Pluton est venu balayer, détruire, reconstruire, en tout cas pour l'instant, proposer surtout de détruire ce qui faisait les échelles de valeur dans nos sociétés et la logique de ce à quoi on pouvait se référer comme étant les personnes à qui on conférait le pouvoir. Et vous savez que le pouvoir ne se donne pas, il se prend.
Et force est de constater que ceux qui l'ont pris ne veulent pas le rendre, peut-être à juste titre. Ça, c'est pas mon problème, c'est de la politique. En tout cas, ce qu'il est certain, c'est que le monde ne sera plus comme il était. Hein. Plein de gens vous en parleront sur Internet, les révolutions, etc., etc. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer quand même cette idée que les humains ont en eux cette faculté assez, en tout cas qu'on n'a pas retrouvée chez d'autres espèces, d'être à la fois des êtres pensants et qui peuvent méditer, philosopher pendant des heures ou une vie entière sur qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que la fraternité, qu'est-ce que son prochain, quelle est la morale, le sens de la morale, est-ce qu'il y a des divinités au-dessus de nous, mettre du sens sur toutes les choses, et en même temps, ils cohabitent avec un monstre, ou des monstres, c'est pour ça que j'ai mis ténèbres au pluriel, les paraboles sont pas de moi, elles sont universelles et de tout temps. Ces monstres, c'est quoi? C'est ces instincts primaires qui nous viennent de l'évolution animale, jusqu'à preuve du contraire. Sauf à croire aux théories de la panspermie et autres, on n'est pas sorti ex nihilo, comme ça, d'un chapeau. Et je ne veux offenser les croyances de personne. Il y a bien forcément eu une évolution, en tout cas biophysique, hein, des organismes pour arriver à l'être humain. Pour autant, les mémoires du combat, de la survie, dans le milieu qui est la Terre, mais dans le milieu qui est tout simplement au-delà de tout ce qu'on peut conceptualiser, on ne sait pas d'où vient la vie et quel est son mécanisme, je dirais, intelligent ou pas, omniscient ou pas. D'ailleurs, Thomas Hobbes va se prendre la tête avec Descartes à cause de ça, hein, puisqu'il pense que Descartes fait un raccourci en disant que si Descartes en arrive à conclure que s'il pense, c'est que la nature, elle aussi, est pensante, et pour Hobbes, c'est une fumisterie. L'idée, c'est il ne doit pas y avoir d'ordre au-dessus. Donc si on part de ce postulat, s'il n'y a pas d'ordre moral au-dessus, si personne ne nous a créés, l'humain, les hommes, sont mus par quelque chose de singulier qu'on pourrait appeler l'humaine nature. Là aussi, c'est un autre élément clé sur lequel je vous envoie, je vous propose d'aller voir si vous voulez. J'ai pas le temps de commenter dans cette vidéo qui est consacrée, je le rappelle, au transit de Pluton, mais cette intro, elle est très importante pour comprendre Pluton. De même que Neptune, vous avez compris qu'il ne faut pas mettre de morale pour approcher Neptune. Pour approcher Pluton, c'est même pas la peine d'y songer. La morale ne fait pas partie du programme. Pluton est un absolu, peut-être le plus puissant pour nous qui sommes des êtres finis et limités, dont personne en tout cas ne peut témoigner de son retour de la mort physiquement, publiquement sur un plateau en direct et en double aveugle, tout ce qu'on veut. Les êtres humains ont la trouille de mourir. Quoi qu'ils en disent, ils ont cet instinct de conservation et Pluton nous met face à cette réalité. Alors le ton change un peu de mes vidéos d'habitude dans cette vidéo-là, mais c'est volontaire, c'est appuyé, parce que Pluton nous pose singulièrement la question qui est mon humaine nature, elle est faite de ce paradoxe. Je pourrais tuer, je pourrais protéger les miens, jusqu'à donner ma vie, donc me sacrifier, faire l'inverse que de prendre une vie. Dans des situations bien précises, je réponds plus à mes pulsions, notamment lorsqu'il s'agit de la sexualité, ou lorsqu'il s'agit de la colère, ou des instincts de vengeance, et vous avez des milliers d'exemples, il suffit d'allumer un poste de télévision pour prendre une expression qui signe bien mon âge d'ailleurs. En tout cas, il suffit de prendre un média pour constater que c'est les pulsions qui vont dominer, ou qui reprennent toujours le dessus chez l'être humain, et tous les êtres humains. Hein. Vous prenez aussi les plus grands, les gens qui sont, en tout cas les lieux de spiritualité, on ne compte plus les abus sexuels dans les couvents, dans les orphelinats qui étaient gérés par des communautés religieuses, au sein même des communautés religieuses, dans les sectes à but spiritualiste, etc. Violence, coercition, manipulation. Les instincts humains ne sont pas des instincts, je parle des instincts, hein, je parle pas de la psyché humaine. Les instincts sont des instincts qui sont des instincts de survie. Et donc, dans l'instinct de survie, il y a l'instinct d'être plus fort que celui qui est à côté. Comment être sûr que je peux m'en sortir dans ce monde? Eh bien, pour être sûr de m'en sortir, il faut que je sois sûr de survivre à la journée qui passe. Voilà. Fondamentalement, c'est ce qui habite tous les êtres humains. Alors, on a des couches de vernis qui s'empilent, évidemment. On a la civilisation qui est venue aussi remettre
des choses autour de ça. Je vous renvoie au prologue de Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche, la civilisation, comment on peut s'en gausser et à quel point ça peut être assez drôle de voir comment on la perd. Et pour ça, je vous renvoie, par exemple, à une crise assez récente et à la frénésie autour du papier toilette, hein, chose qui peut paraître assez ahurissante. Mais voilà un exemple où les instincts prennent le dessus sur toute raison. Et il y en aurait plein d'autres. L'idée, avec Pluton, c'est qu'on va toucher à ce noyau extrêmement sensible qui est au fond de nous, celui qui nous met face à ces grands archétypes qui sont ceux de la survie absolue. La vie doit continuer, doit perdurer, quelles que soient les résistances au sein même du système qui entretient la vie, qui puissent apparaître. L'autre fois, je vous parlais des dinosaures, quelle que soit la façon dont ils ont disparu, la vie a continué. Mais c'était une forme d'évolution, mais elle a été éradiquée. Il n'y a pas de notion de morale là-dedans. Et ça habite l'humain. Et on est en permanence en conflit avec ces forces puissantes, instinctives qui sont en nous. Alors pourquoi j'ai commencé par la métaphore du loup, et le loup revient souvent. Je mets de côté toutes les choses sur l'occultisme, hein, les voyages par corps astral, etc., toutes les pensées d'Eliphas Lévy du 18e et 19e siècle, tout ça, vous mettez de côté. Simplement, je vais vous parler des loups-garous ou les contes comme le petit chaperon rouge. Hein. En gros, tout ça, ça nous parle des grands interdits de l'humain, hein, qui sont ceux qu'on a posés pour essayer de vivre à peu près en paix. On ne tue pas son prochain, enfin on évite, en tout cas, sans raison. On ne viole pas ses propres enfants, c'est l'inceste. On ne viole pas tout court, hein. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais on ne viole pas ses propres enfants. Et on ne se mange pas entre nous, l'anthropophagie. Voilà. Mais tout ça a laissé une trace, hein, dans notre inconscient qu'on appelle la lycanthropie. Voilà, c'est le fait de se transformer en loup. L'homme se transformerait en loup à certaines périodes de pleine lune, et en fait c'est notre instinct animal qui reprendrait le dessus et qui ferait que nous sommes réellement cette puissance guerrière. Et le paradoxe de Pluton, c'est qu'il est à la fois fascination et répulsion. Je finirai le préambule par ça, je dirais que les gens sont attirés par ce qui peut les détruire, à commencer par nos rapports sentimentaux. Les gens sont fascinés, vous savez, le mythe du bad boy ou le mythe de la femme fatale, voilà, ou peu importe si vous êtes dans quelle que soit votre attirance, il y a toujours ce côté absolu chez l'autre qui va donner un côté fascinant. Hein. Et vous prenez le nombre de films, de caricatures, de dessins, de bandes dessinées, de romans qui tournent autour de ces histoires entre la personne qui vous aime avec le cœur, mais qui finalement n'intéresse pas, parce qu'elle vous aime trop, avec trop de bienveillance, et la personne qui vous fascine par sa capacité à vous détruire, parce que vous pouvez lui refuser votre amour, ou elle peut vous refuser son amour, l'un ou l'autre, parce que la fascination peut être réciproque, mais elle peut être aussi dangereuse. Le danger fascine, ce qui peut détruire fascine. Pluton fascine. Voilà de quelle planète, de quel archétype nous allons parler, et surtout de cette partie-là de l'archétype, et ce à quoi il nous confronte lorsqu'il est en transit dans les maisons du thème. Donc on va regarder dans les 12 maisons ce qui se passe, et on va commencer évidemment par l'ascendant. Alors, tout au long de cette vidéo, on va reprendre un concept assez fréquemment qui est celui de contrôle, qui est associé à l'idée du pouvoir en réalité. Quand Pluton traverse l'ascendant, il faudra évidemment revenir, je répète souvent évidemment, mais parce que ça me semble évident, c'est un cycle, le zodiaque, donc la 12e maison qui va travailler les pulsions inconscientes. Évidemment, elle prend forme quand Pluton arrive dans l'ascendant. L'ascendant, c'est vous, c'est tout ce qui va être matérialisé dans votre corps, dans votre façon d'être, dans vos cellules, dans qui vous êtes, le corps à la fois pensant et le corps physique. Et il y a différents niveaux du corps, on pourra en reparler aussi peut-être sur la chaîne. Quand Pluton arrive sur l'ascendant et en maison 1, il vous confronte à cette puissance, terme clé aussi de Pluton, à cette puissance et ces puissances qui vous ont façonné, qui ont fait qui vous êtes. C'est-à-dire,
il y a à la fois tout ce qui est transgénérationnel ou karmique, peu importe la hauteur à laquelle vous allez chercher ça. Il y a les puissances, dirais-je, de l'univers, c'est-à-dire ces forces du chaos, ces forces de destruction qui sont à l'origine même de la matière qui vous compose. Pluton, il vous fait ressentir tout ça à l'intérieur de vous. Ça peut paraître abstrait, abscon, mais en réalité, il vous propose de vous réinventer totalement, et quand vous sentez, au début du passage de Pluton dans la maison 1, que tout ça arrive de façon presque comme une montée assez lente, un tsunami, quand ça vous habite très fort, ça vous déstabilise, parce que faire de ce pouvoir, et surtout, finalement, si je ressens ces énergies en moi, je pourrais les modeler de la façon dont j'ai envie. Et la première chose qui va se manifester, c'est l'envie de contrôle. L'envie de contrôle sur son environnement. Donc, je vous renvoie aux propos liminaires, comme disent les politiques, que j'ai fait au début de la vidéo. Le contrôle, c'est le contrôle sur l'autre, le contrôle sur mon environnement, la capacité à décider de toute chose, en tout cas à pouvoir influer sur toute chose. Qu'est-ce qui fait qu'on a du pouvoir? Le pouvoir, c'est qu'on peut décider de ce qu'il advient de certaines choses autour de nous. Pas de tout, mais parfois on peut décider de la vie, du sort, du travail, de l'avenir ou du non-avenir, de personnes autour de nous, d'entreprises que l'on a faites ou qu'on nous contrôle. Bref, c'est ça le pouvoir. Et avec Pluton, on sent ce pouvoir se démultiplier en soi, pour le bien comme pour le moins bien. Mais comme je vous dis, si on est là-dedans, on rentre dans la morale et on s'en sort plus. Ce qui se passe, c'est qu'il va falloir travailler, encore une fois, à l'échelle de conscience à laquelle on veut vivre les choses. Il est certain que Pluton, dans la maison 1, vous confronte à une envie d'être tout puissant. Et donc il va falloir travailler plus fort que d'autres êtres, à moins que ces autres êtres aient Pluton à l'ascendant, à la naissance, mais ils y ont été confrontés tout petits, sans même réaliser que ça se jouait. Il va falloir travailler sur soi, il est nécessaire de travailler sur soi, parce que cette puissance, elle fait peur. Elle fait peur parce que elle vous dit, finalement, qu'est-ce qui m'interdit de... Vous mettez au bout tout ce que vous voulez, même ce qui est réprouvé par la morale. Qu'est-ce qui m'interdit de... Et du coup, à cette grande question, il y a, est-ce que c'est le système éducatif autour de moi, mes parents, si j'ai des parents qui font leur job, ou en tout cas des gens qui sont chargés de mon éducation, est-ce que c'est la société dans laquelle j'évolue? Est-ce que c'est ma morale? Est-ce que la morale est innée? Est-ce que je nais avec une sacro-sainte morale qui m'habite dès le départ et qui m'interdit toute chose? C'est un débat qu'on ne va pas trancher dans cette vidéo, mais on pourrait y songer. En tout cas, dans les temps qu'on vit actuellement, vous aurez remarqué que c'est on ne peut plus d'actualité comme question que de se la poser. Qu'est-ce qui préside au contrôle du potentiel, de la puissance que chacun a en soi? Est-ce que c'est la morale? Est-ce que c'est la contrition? Est-ce que c'est la capacité du surmoi, comme dirait Freud? Est-ce que c'est une notion du sacrifice? Finalement, ma vie ne vaudrait pas plus que celle de tous les autres et j'aurais une espèce d'être bénéfique en moi qui prendrait le dessus. Que sais-je encore? Toujours est-il que Pluton en maison 1 vous met face à ça. Au départ, forcément, ou en tout cas de la façon la plus courante, ce qui se passe, c'est que vous êtes confronté quand même à l'aspect négatif des choses. C'est-à-dire, et si j'utilisais ce pouvoir pour ma propre expansion? Et nécessairement, vous allez empiéter sur l'expansion du voisin. C'est-à-dire que vous allez être plus coercitif, vous risquez de vous sentir aveuglé par des forces qui vous dépassent, vous pouvez même vous sentir imbattable, inébranlable, immortel, et il peut vous en cuire au final. En même temps, d'autres vont vous dire c'est l'occasion pour rentrer dans des pratiques méditatives, si on parlait de l'hindouisme, le yoga par exemple, pour aller prendre conscience de ces puissances en vous. Ça, c'est à chacun qu'il appartient de travailler ça, mais Pluton en 1, en gros, l'ego risque un méga boost, c'est la boisson énergisante plus de l'ego, parce qu'on sent qu'on a un pouvoir qui se démultiplie,
on n'a pas forcément ni le corps, ni la force, ni l'argent, ni les pouvoirs nécessaires dans la matière, mais on sent les pouvoirs intérieurs dans le non perceptible. Hein. Tout ce qui se voit dans le visible commence dans l'invisible. Et l'invisible, ce n'est pas que une dimension supranormale, c'est aussi une dimension tout simplement psychique à la base. Donc Pluton vous met face à ça. Et la réponse peut être de l'être peut être assez destructeur pour celui-ci, parce qu'il peut soit considérer que tout ça le dépasse et finalement prendre des conduites à risque et les multiplier dans une espèce de frénésie faustienne et finir par l'explosion, ou alors on peut décider de maîtriser tout ça. Et évidemment, maîtriser tout ça, ça vous renvoie un peu aux arts martiaux, aux différents arts de la guerre, de toute façon, c'est-à-dire que la plus grande force, c'est la maîtrise. Voilà. C'est l'art de ne pas se servir de ce qui pourrait faire du mal, alors qu'on sait qu'on peut le faire. C'est ça que Pluton va nous demander en maison 1, et c'est une expérience intense, initiatique, parce qu'elle détruit réellement, elle fait mourir réellement la précédente connaissance qu'on avait de soi, et on prend conscience de cette force intérieure. Le tout étant de pouvoir la libérer sans être une bombe nucléaire pour son entourage, si j'ose cette comparaison. Pluton en maison 2 va vous confronter au premier des pouvoirs qu'a l'humain, c'est-à-dire les ressources, les biens matériels, l'argent, c'est un classique, et ça commence souvent par la dilapidation, la disparition, en tout cas la prise de conscience que ce pouvoir-là que vous avez, qui peut vous être conféré par votre situation initiale de naissance, c'est-à-dire votre position sociale au moment où vous arrivez dans ce monde, ça peut aussi vous être conféré par de l'argent que vous savez gagner très tôt, bref, par tous les moyens où vous allez vous procurer de la ressource. Pluton va vous confronter quasi inévitablement, en tout cas s'il y a des planètes dans cette maison, ou que dans le même temps le maître de la maison y est clairement associé à ce transit, c'est-à-dire soit par carré, par opposition, bref, vous allez être confronté, dans un premier temps j'entends, à la mise en danger, la mise en péril de ce pouvoir qui est d'exister dans la matière, quelle que soit la façon dont vous voulez vous en servir. Vous savez que la maison 2, c'est vos compétences, vos talents, mais il y a d'abord cette idée d'être en relation avec l'inconscient, et la première chose dans l'inconscient, c'est l'envie de survivre et de dominer, même si on s'en rend pas compte. Je vous renvoie, encore une fois, à ce que je disais en introduction. Donc, perdre ce pouvoir, et notamment ce pouvoir matériel, ça va vous donner envie, en théorie, de réagir pour en acquérir plus. Vous pouvez être pris par une envie, une prise de conscience que ce serait génial que ces pouvoirs que vous avez découverts en maison 1 soient au service d'une plus grande richesse, et d'une plus grande réussite. Ça peut d'ailleurs vous aider. Pluton aide. Pluton, c'est aussi le riche, c'est Hadès, mais c'est aussi Plutos. Et donc, il y a cette notion d'honneur, et je vous renvoie aux controverses, hein, notamment sur la maîtrise de Pluton en Sagittaire, avec son exaltation en Balance, enfin les théories développées par Alexandre Volgin et reprises par d'autres, comme Jacques Lapierre aussi. Bref, l'idée c'est que Pluton aurait plusieurs maîtrises, c'est pas le sujet, mais c'est pour vous dire que Pluton peut amener aussi les honneurs, c'est normal, il vous amène à être dans la posture de celui qui s'autorise tous les pouvoirs. Voilà. Et les honneurs ne s'obtiennent pas en les quémandant ou en les suppliant. Voilà. D'où le fait que, c'est pas le sujet de la vidéo, mais si vous vous intéressez à l'astrologie, ce qui est sûrement le cas si vous êtes sur la chaîne, un tempérament plutonien, c'est sûrement pas le meilleur pote ou la meilleure amie pour aller se taper sur les cuisses. Pluton, c'est quelqu'un qui cherche l'efficacité et il n'a pas l'intention de partager son pouvoir. Dans le meilleur des cas, ça c'est quand il est exprimé. Dans maison 2, ça va vous proposer de le faire. Si ça se vit pas bien, vous pouvez vous retrouver avec une dilapidation de vos ressources pour vous remettre à l'état initial, c'est-à-dire vous replonger dans l'état de survie et vous confronter à cette idée que dès l'origine de la vie, il y avait un combat à mort, c'est-à-dire c'est tel organisme versus tel autre organisme, et qu'il n'y a pas dans la nature
de facteurs inutiles. Tout ce qui ne sert pas est réutilisé ou réemployé. Hein. Je vous renvoie à la célèbre expression rien ne se perd, tout se réarrange. Si vous mourrez demain, si vous crevez, hein, votre matière, ce qui vous compose, sera réutilisé, réemployé par la nature sous une forme ou sous une autre, quel que soit le mode de funérailles que vous choisissez. C'est un peu abrupt, mais c'était comme ça dans la nature, de façon primaire pour un oiseau qui se fait écraser par une bagnole. C'est comme ça aussi pour l'être humain, et il l'oublie un peu trop facilement. Et la maison 2, c'est ça. C'est si je perds tout ce qui me permet de survivre et de subsister, voire même après de prendre le contrôle avec de l'argent, eh bien je reviens à l'état initial. Je peux être dans un état de peur intense, je peux être confronté à l'idée même de la maison d'en face, la 8, c'est-à-dire la disparition totale de l'ego, et comment je peux réagir face à ça, qu'est-ce que je vais apprendre de tout ça. C'est ce que le transit de Pluton en maison 2 va vous proposer de regarder en face. Là aussi, sensation forte garantie, avec Pluton, on n'est pas toujours dans la subtilité, et évidemment, plus il y a des planètes, et plus il y a des aspects au maître de cette maison 2 importants, plus il y a des planètes importantes, Soleil, luminaire, etc., planètes personnelles, Mercure, Vénus, Mars, plus on va vivre ça de façon intense. Vous l'avez compris, il s'agit de réfléchir à comment je survis dans mon système. Le système, c'est mon écosystème. Voilà. Comment je survis au sein de celui-là si on me coupe les vivres. Et comment je peux me procurer ces vivres par moi-même. La question, elle est cruciale, et elle a été posée à tous les organismes qui ont vécu et qui vivent sur cette planète et qui vivront, en tout cas tant que la vie continuera à se propager sur celle-ci. Pluton dans la 3e maison. Après avoir ressenti intensément ces pouvoirs qui viennent des origines de l'existence, de la vie sur Terre, après avoir considéré qu'on pouvait perdre toute faculté de survie, y compris les facultés modernes dans le monde occidental, par exemple, à savoir l'argent, la position sociale, la caste dans d'autres pays, on vous prive de tout et on voit comment vous réagissez à ça, ou vous laissez mourir par inutilité, ou vous survivez. Vous allez comprendre que c'est une stratégie de survie, plutôt. On vous pousse à voir si vous valez quelque chose dans l'échelle de l'évolution. C'est pas vous, la personne, on n'est pas dans la morale, c'est vous, l'être pensant et biologique. Maison 3, vous allez radicalement voir votre façon d'anticiper, d'appréhender, de comprendre, d'échanger, de partager dans le monde, avec le monde et ceux qui vous entourent, se bouleverser, être annihilé. Alors ça se fait pas d'un coup, ça se fait lentement. Et ça commence d'abord par l'idée que si j'ai tout perdu, si j'étais confronté à devoir réinventer la façon dont je pouvais exister, survivre, trouver mes subsides dans ce monde, et quelles étaient mes compétences, eh bien évidemment, je vais devoir aussi changer ma façon de me présenter à ce monde, de parler, de communiquer dans ce monde, d'entendre les autres dans ce monde, de me déplacer dans ce monde, et d'apprendre ce monde. Alors, comme toujours avec Pluton, il y a plusieurs phases, et les phases, souvent la première phase, c'est une phase d'abord qui est une phase de destruction, c'est-à-dire que les gens avec qui j'ai des relations, des liens, est complètement bouleversé. Ça peut aller de chocs explosifs en fonction des planètes qui s'y trouvent, et encore une fois du maître de la maison, et des phénomènes aussi, des transits et des directions qui peuvent s'ajouter au transit de Pluton. Hein. Un transit de Pluton, ça peut aller jusqu'à 20 ans dans un signe et au-delà, donc ça peut être très long. L'idée, c'est vous allez réapprendre d'abord par le vide. Les gens avec qui je relationne, la façon dont j'ai appris les choses, c'est pas bon. Forcément, j'ai vu que je pouvais tout perdre et j'ai conscientisé que je devais gagner par moi-même. Donc ce qu'on m'a appris, ça vaut rien. Ça n'est pas viable. Ça n'est pas ma bonne façon, ce n'est pas la bonne façon de subsister. Donc il faut que je réapprenne. Et là aussi, la tentation totalitaire est toujours présente avec Pluton. L'idée, c'est comment je peux prendre ce qui me compose, ce qui devient au fur et à mesure que j'avance en âge des certitudes, parce que l'âge et la ligne de temps va jouer aussi sur le type de transit et la façon de le vivre. Si le transit de Pluton intervient quand on est jeune, on va se remodeler assez tôt sur notre façon de penser. Plus il arrive tard, plus on peut vivre ça comme une grosse gifle, et on va avoir une grande période de trou, en fait, pendant laquelle on n'a rien à mettre à la place que ce qu'on avait appris, acquis, ou qu'on nous avait inculqué pour nous
faire grandir, pour nous ériger dans cette société. Donc, la tentation du totalitarisme par la parole, elle est là. On devient très intuitif avec un transit de Pluton en 3. Quand on l'a déjà en 3, surtout rétrograde, on lit dans les intentions, souvent les intentions non dites, les transactions cachées des gens. Quand on a Pluton dans la maison 3, on lit très facilement ce qui se passe dans l'intelligence de l'autre. Pour autant, on n'est pas forcément d'accord avec soi-même pour le reconnaître. Parce qu'on peut refuser, ça va dépendre de la nature aussi de l'individu et de la nature du thème. Mais on va être amené à comprendre, je m'explique. Si vous êtes en face de personnes extrêmement bienveillantes, vous pouvez leur prêter les pires intentions du monde, et vous allez être confronté à vous rendre compte que c'est vous, l'idiot, le méchant, le connard, la connasse, pardon pour la vulgarité, mais c'est ça l'idée. Ou à l'inverse, vous pouvez aussi avoir une tendance à voir le bien partout, et vous n'êtes toujours pas mis dans la tête que l'homme était un loup pour l'homme, et que la réalité biologique et de survie prendrait le dessus tôt ou tard, et vous pouvez continuer à pressentir, lire, comme je vous disais, avec un grand instinct qu'en face de vous, vous avez des gens qui sont pas toujours bien intentionnés, hein, tout simplement, ou qui veulent eux aussi s'en sortir, veulent eux aussi faire entendre ce qui leur semble juste, et pour ça, ils sont eux aussi prêts, dans une certaine mesure, à vouloir anéantir ce qui est sur leur passage, vous y compris. Pluton va vous mettre face à ça, et va vous dire, si tu réagis pas, on va te faire réagir, on va te mettre face à la menace de la destruction, alors par l'oralité, hein, avec la maison 3, par aussi, parfois on peut être embrigadé dans des systèmes de compréhension du monde, hein. Là, ça va plutôt être commercial, hein. Je pense à des gens qui vont se lancer dans de la force de vente et qui vont avoir un succès d'ailleurs, parce que Pluton amène aussi le succès dans ce qu'on fait, nous amène à rencontrer des gens influents quand on accède à cette idée qu'on rentre dans le jeu du pouvoir. Donc vous avez des gens qui vont devenir des excellents commerciaux, prêts à tout, prêts à vendre leur mère, comme on dit, mais qui vont réussir, en tout cas pendant un temps. Mais au-delà, c'est surtout l'idée que il n'y a pas de moralité à mettre dans l'échange. Il y a à apprendre de la mécanique du vivant et de la mécanique du réel. C'est une conscientisation. Si Saturne nous enseignait, Pluton nous met à l'épreuve. C'est-à-dire que on est passé, on avait le cours théorique avec Saturne, parfois avec la sanction au bout. Avec Pluton, on prend toute la théorie et on la met sur le terrain, hein. Vous avez fait vos classes à l'armée et vous êtes propulsé sur le champ de bataille. Et on voit si vous avez appris à nettoyer votre arme, vous en servir, survivre ou pas. C'est ça l'idée de Pluton en 3, donc évidemment tout ce qui était sûr et certain ne l'est plus, et il faut réapprendre tout, et là aussi, le test est un test de survie. Pour arriver au bout de ça, il faut composer avec ce qu'on va comprendre instinctivement des autres, et qui parfois peut être bouleversant, et dépasser ce fonctionnement-là pour arriver à s'adapter et être le plus fort. Parce que c'est ce que Pluton va vous demander, c'est d'être le plus fort, de résister. Évidemment, il y a d'autres exceptions. L'idée après, c'est aussi de maîtriser, comme je vous ai dit. Mais je pense que la lecture qui sera la plus intéressante pour vous et pour tout le monde, d'une façon générale, avec Pluton, c'est d'abord de prendre la première leçon qu'il donne à tout le monde, c'est-à-dire de nous confronter à la survie dans le domaine de l'existence qu'il touche. Et notre façon de nous y adapter, bien sûr. Dans la 4e maison, les changements psychologiques sont inévitables. Après avoir touché au pouvoir essentiel qui vous crée et qui vous constitue, à ces instincts qui se sont forgés sur des millénaires, avoir confronté l'individu à la perte de ses ressources, puis au fait de les regagner par lui-même, à la prise de confiance en lui-même et en sa parole, à trouver son autorité en maison 3. En maison 4, évidemment, Pluton est maintenant dans une logique de dire ce à quoi tu te rattaches, finalement, appartient peut-être à une logique beaucoup plus grande et peut-être complètement différente. Le rattachement, hein, par la maison 4, la racine, que ce que tu croyais être à l'origine. Alors il y a deux façons de le vivre. Soit on renie ses proches, soit on les perd, soit on se retrouve avec une destruction de ce qui était notre vie au foyer, hein, on repense la vie au foyer. Alors tout ça est embarqué dans une espèce d'énorme tourbillon. Ça se fait encore une fois sur des transits qui durent des décennies, au moins une décennie.
l'idée c'est on va intégrer dans notre psychisme intérieur que finalement, on est nous-mêmes notre propre source euh, de famille, de foyer. C'est-à-dire qu'on doit être en sécurité à l'intérieur de soi, en soi, pour soi. Et se rattacher à toute autre forme de vie. Quelque part, c'est un petit peu le travail, pardon aussi là, de prendre d'autres exemples, mais c'est valable dans tous les règnes, c'est l'adaptabilité du vivant, c'est la capacité, par exemple, des organismes comme les mousses à survivre dans des endroits les plus arides et hostiles où on ne peut pas prendre racine, des pierres, des tuiles, des endroits rocailleux qui semblent absolument absents de toute vie, et pourtant la mousse va survivre par elle-même parce qu'elle a tout en elle pour capter la moindre microdose d'humidité, les lichens, voilà, tout ce qu'on considère comme des parasites, mais finalement le parasitisme nous a appris, dans la logique du vivant, à survivre dans l'hostilité la plus totale. Ce qui veut dire qu'on peut se rattacher à toute forme de famille de pensée. On peut soit renforcer, faire hisser sa famille, une fois le transit de Pluton pris en plein milieu de cette maison 4, une fois qu'il a avancé, on peut hisser sa famille à un rang de domination, de contrôle sur les autres, c'est-à-dire de reconnaissance, pas forcément pour asservir, mais pour exister, pour demeurer, pour traverser les âges, ou alors, dans l'autre sens, on peut considérer que finalement on n'est pas du tout avec les bonnes personnes, on voit des gens qui tournent le dos à leur environnement familial complètement, et qui préfèrent aller créer d'eux-mêmes quelque chose de complètement neuf, de complètement différent, ou même carrément se rattacher à une autre famille, considérant qu'elle est plus en phase avec leurs attentes dans l'existence. Bref, il y a cette tentation de tourner le dos, toujours pour la même chose, croître, faire que la vie soit un accroissement. Et derrière ça, les destructions que ça peut générer, elles ne seront pas prises en compte. On les voit, on les constate, elles peuvent même nous faire souffrir secrètement, mais on ne va pas en tenir compte. Parce que c'est un absolu, il n'y a pas de moralité là aussi. Je ne vois plus ma famille, mes parents, mes enfants, parce que j'ai décidé que ma vie devait se poursuivre ailleurs. Voilà. Quelle que soit la façon dont je me suis réapproprié mes forces au quotidien. C'est le transit de Pluton en maison 4, et on pourrait en parler longtemps, mais euh, évidemment, c'est un changement qui va pas rester sans conséquence si on le vit, quel que soit l'âge auquel on le vit. Mais le plus douloureux, c'est quand même quand on est enfant, parce qu'on est plus ou moins victime de tout ce qui se passe autour de nous. Et puis, lorsqu'on a construit quelque chose au milieu de la vie, je dirais, et que d'un seul coup, on veut tout repenser dans son existence. Donc, soit on s'est entouré des bonnes personnes, soit on ne s'est pas entouré des bonnes personnes en fonction de l'âge qu'on a, et souvent on va tout jeter avec l'eau du bain. Pluton en maison 5, Pluton va travailler dans la spontanéité de cette maison. La maison 5, c'est la créativité, c'est aussi la capacité à donner vie aux choses, c'est les enfants qu'on peut avoir, c'est aussi nos relations sentimentales, c'est la sexualité. Ah, on touche à quelque chose qui est de l'ordre du pulsionnel, là derrière ça, et on touche aussi à quelque chose qui est de l'ordre du vivant, le fait de perdurer l'espèce, de faire perdurer l'espèce. Donc, bien sûr que c'est le génie qui peut apparaître, c'est-à-dire on a des gens qui deviennent d'une créativité sans nom parce qu'ils vont tout donner, là aussi, s'ils écoutent leur instinct, euh, un peu comme avec Neptune, mais Pluton va vous donner la force d'aller au bout du truc. Va vous donner en plus ce petit supplément qui est j'ai l'énergie et la puissance. Mais il va nous mettre en relation, il va nous mettre en connexion, plus ou moins directe, avec ces grandes forces destructrices et créatrices. Hein. Quand on est puissant, on peut à la fois protéger, mais on peut aussi détruire. On peut faire les deux en même temps, c'est souvent ce que fait l'humain. Et ce mélange de deux forces donne aussi toutes les complexités de la psyché humaine. Pour ça, je vous renvoie, si vous aimez la psychologie, à toutes les formes de psychologie, à la psychanalyse, et notamment à toutes les pulsions qui peuvent s'exercer dans la sexualité. Et qu'est-ce qui se joue dans la sexualité humaine, puisqu'on est quand même l'une des rares espèces à l'utiliser pour décompenser, défouler tout un tas de problèmes intérieurs, psychiques, des souffrances psychiques, et pour stabiliser, créer une homéostasie dans notre propre pensée.
voilà, pas uniquement, hein. La 5 ne se résume pas à ça. Mais donc il y a toutes ces idées-là. Donc on va aller travailler en profondeur avec ces archétypes. De même que on peut être amené à vouloir vivre le romantisme le plus total, hein, dans cette maison 5, et bah, ça peut nous amener à faire des choses magnifiques pour quelqu'un, ou à vivre des choses magnifiques pour quelqu'un. Mais la tentation de hisser ça trop haut, vous savez, de devenir un petit peu le roi ou la reine de la forêt et de terrasser tous les concurrents pour obtenir le promis ou la promise, ça peut avoir des conséquences. Ça peut avoir des conséquences tout simplement sur vous, sur ce que vous allez obtenir en retour, c'est-à-dire aussi vous attirer des foudres ou vous voir disparaître votre capacité à être dans l'instantanéité, de prendre plaisir à faire les choses, d'être dans la créativité, parce qu'il y aura toujours ce rapport à l'effet secondaire bénéfique de puissance dans tous les domaines de la maison 5, y compris dans celui d'avoir des enfants. Et avoir des enfants, c'est pas simplement se créer un statut social, c'est pas simplement pouvoir notamment avoir le contrôle sur des gens qui vont être des petits êtres, c'est pas façonner le monde à votre image, même si la tentation est là, comme elle l'a toujours été, dans le vivant, on n'apprend rien d'autre que ce que l'on est déjà à la progéniture. Donc, il y a toute cette logique qui se travaille, et ça peut, comme les échelles de durée peuvent aller jusqu'à 20 ans, vous voyez qu'on a le temps d'avoir des enfants, de les voir grandir, voire de faire toutes leurs éducations, pendant qu'on vit en même temps le transit de Pluton. Ce qui veut dire que c'est compliqué. C'est même très compliqué. Pluton dans la maison 6. Alors, Pluton dans la 6e maison, on pense à la santé tout de suite. Évidemment, dans la maison 6, Pluton va nous confronter à ce qui est la réalité de la subsistance de notre enveloppe organique et biologique. Il y a des choses qui nous attaquent, qui nous traversent et qui nous font prendre conscience qu'on n'est pas évidemment fait d'un matériau qui est indestructible. Donc dans un premier temps, c'est de la peur. Plus on refuse cette idée qu'on n'est pas parfait à tout point, qu'on passe protégé de tout, plus on va le vivre avec difficulté. Je mets de côté les transits sur des lunes noires, les choses comme ça, qui peuvent amener des maladies en plus, type cancer et autres, qui pas tout le temps, hein, ne prenez pas peur, mais voilà, on peut voir ça arriver. Et il ne s'agit pas de s'accabler quand on vit ça. Hein. Simplement, l'idée, c'est que tout le pouvoir qu'on ressent, si on ne l'a pas utilisé, notamment en maison 5, pour faire des expériences, eh bien, on va le retourner contre soi en maison 6. C'est-à-dire que toute cette tentation de la création, toute cette envie, toute cette énergie qui était basée sur le pouvoir qui nous habite à être libre et à vivre libre, même en toute puissance, pas de notion de morale, encore une fois. C'est l'appel qu'il y a à l'intérieur, on n'est pas obligé d'écraser son voisin. Après, il y a des notions de contrôle et d'éthique qui rentrent en jeu. Mais encore une fois, Pluton, c'est pas son problème. En maison 6, on va cristalliser tout ça et ça va se retourner contre nous si on n'a pas accepté même l'idée qu'on avait dû réfréner par nécessité contingente nos besoins, nos désirs, nos pulsions, nos tentations fortes de survie. Et même on va remettre en question la méthodologie de survie qu'on a eue jusqu'à présent. C'est aussi la notion de maison 6 de travail sur soi. Je vais éviter le mot de développement personnel parce que il est assez désagréable aux oreilles de beaucoup de gens et des miennes aussi, mais il y a quand même quelque chose de cette nature, c'est-à-dire qu'il faut prendre en conscience, il faut dépasser l'idée simplement de cet axe 6-12 où on vit la vie sous forme d'épreuves et on rend service et on s'oblige, etc. Il faut comprendre que tout ce qu'on n'a pas vécu en étant créatif, finalement, on est devenu relativement passif. Voilà, on a été comme un animal apprivoisé qui ne peut plus décider de ce qu'il fait et qui attend sa nourriture à heure fixe, est obligé de donner de l'affection à heure fixe, n'a pas d'autre choix que, parce qu'il a été apprivoisé par la nourriture, que d'être au service de ceux qui l'ont justement domestiqué. Et je vous laisse vous appliquer ce mot-là à vous-même, vous verrez que c'est pas très agréable de s'imaginer qu'on est domestiqué. Donc c'est aussi ça,
le challenge de Pluton en 6, c'est pour ça que ça peut nous amener à vivre beaucoup de choses psychosomatiques assez fortes. Et le but, c'est de se débarrasser de tout ça. Ne voyez pas toujours, in fine, le système qui meurt. Simplement, on fait sortir ça de soi. Ça peut passer par le corps, mais ça passe aussi par des crises existentielles. Le but, c'est de nettoyer tout ça. Hein. Pluton, il détruit pour reconstruire. Je ne l'ai peut-être pas assez répété jusqu'à présent dans la vidéo, mais c'est ça l'idée. Donc, voilà la synthèse, en gros, de transit de Pluton en 6. Voilà, avec ces 6 premières maisons, on prend conscience de tous ces pouvoirs, tous ces archétypes qui viennent de la nuit des temps et d'au-delà, qui habitent l'humain et l'humaine nature qui est si singulière et qui doit donc cohabiter avec ses forces, qui parfois sont ramenées à celles de l'ego, mais vous voyez qu'elles viennent plus profondément de nos origines, de la façon même dont la vie se perpétue, en tout cas sur cette terre, et de ce qu'on en connaît, même de comment se créent les choses, la substance, la matière. Et donc ce premier demi-cercle, ce premier hémicycle de la maison 1 jusqu'à la fin de la maison 6, elle nous confronte à ce pouvoir si puissant en nous et à la façon dont on va l'accepter, l'utiliser, le maîtriser, puis le dominer pour pouvoir en faire bon usage. On verra dans un deuxième épisode la suite, puisqu'on va le faire en 2 parties, les 6 autres maisons, cette fois-ci, qui vont nous confronter à nos rapports directement aux autres, de la maison 7 jusqu'à la maison 12, et ce que ça implique pour l'être humain à l'intérieur de son psychisme. Et ce sera l'objet donc de l'épisode 2 de Pluton en transit. À très vite sur la chaîne Duodécime. Ciao.